L'autre cas de figure, c'est que Paris n'est pas étanche. C'est-à-dire que la Seine monte, passe au ras des ponts, va dans les rues, de quelques centaines de mètres de part et d'autre du cours de la Seine, pour faire simple, et il y a par endroits de l'ordre de 50 cm à 1 mètre d'eau dans les rues, avenue de l'Opéra par exemple, et on se retrouve avec une situation où Paris n'est pas étanche, c'est-à-dire l'eau finit par s'engouffrer massivement dans les sous-sols parisiens, c'est-à-dire le métro, l'électricité, l'eau potable, les évacuations, les égouts, les sanitaires, etc., etc. De l'ordre de 30 millions de mètres cubes d'eau seraient ainsi déversés dans les infrastructures vitales de la maison Paris, c'est-à-dire l'équivalent pour la ville de vos locaux techniques pour votre informatique. Voilà ce que ça veut dire. Si l'eau envahit massivement les sous-sols parisiens, cela veut dire que, au retrait de l'eau, de l'ordre de 10 jours après le pic de crue, puis le nettoyage en surface, il faudra pomper cette eau en sous-sol. Elle ne va pas ressortir par l'opération du Saint-Esprit. Et pomper 30 millions de mètres cubes, ça prend du temps, c'est extrêmement compliqué, il faudra des moyens lourds qui viendront de l'étranger. À Paris, nous n'avons pas d'installation lourde permettant de pomper tout cela à bref délai. Ça n'est pas vrai. Il faudra donc faire appel à des pompes étrangères. Par exemple, la Hollande, qui était venue assister la France pour les inondations dans la région d'Amiens en 2002, ou encore des pompes de République tchèque ou d'Allemagne, qui étaient venues nous sauver du désastre dans la région d'Arles. Cela veut dire que le pompage des sous-sols parisiens va prendre des mois. Quelque chose comme 5, 6, 7 mois. 30 millions de mètres cubes, sachant que la plus grosse pompe qu'on puisse déplacer sur un camion, c'est 1 mètre cube seconde. Je vous laisse le soin de faire le calcul. Si on trouvait même une dizaine de pompes en un mois, cela prendrait de toute façon plusieurs mois et nous aurions terminé les opérations de pompage-nettoyage vers le mois de juillet, août, septembre, pas avant. Voyez donc le calendrier. La crue arriverait en janvier, les hautes eaux en février, le nettoyage en surface fin février, l'installation d'une stratégie de pompage des sous-sols en mars, avril, mai, juin, juillet, le pompage et la fin du nettoyage, août, septembre. Mais ensuite, il faudra réparer les dégâts. Pensez bien qu'une installation technique, électrotechnique, un groupe électrogène, un central de commutation des télécoms, des cabines d'ascenseur, etc., qui auront été plongées dans l'eau et la boue pendant 8 mois, sont bonnes pour la poubelle. Remplacer l'ensemble de ces équipements-là, les transformateurs d'énergie, etc., les chaufferies, les systèmes d'adduction, nettoyer tout le système d'eau potable, par exemple, l'eau ne sera pas potable pendant un moment, etc., va prendre des mois, voire des années. La RATP a communiqué sur ce point et prévoit une remise complète de son réseau en état, c'est-à-dire, comme il est d'habitude, avec les panneaux d'affichage, prochain train, etc., en 4 à 5 ans. Cela veut dire que, grosso modo, Paris serait rendu à l'activité normale, disons, en 1 an ou 2. C'est de cet ordre-là. Cela veut dire que si on a une crue majeure à Paris, et que ça se passe mal, et que l'eau et la boue envahissent massivement les sous-sols, nous le saurons dès le début de la crue finalement, cela veut dire que nous entrons dans une sorte de chaos et de ville inhabitable sur quelques centaines de mètres autour de la Seine. Pas plus, mais tout de même. Pendant plusieurs mois, plusieurs trimestres, voire plus d'1 an. Voilà ce que signifie le risque d'inondation à Paris. Dans ces conditions, cela veut dire que le plan de continuité d'activité qu'il convient de préparer, bien entendu, est en gros à 2 volets. Le premier est un plan de continuité immobilier, c'est-à-dire qui consiste à protéger vos immeubles, vos parkings, vos installations sous-sol, etc., d'essayer de les protéger en remontant tout ce qui peut être remonté, en évacuant tout ce qui peut être évacué, et en protégeant l'immeuble pour le rendre à sa destination le plus tôt possible après la remise en état des infrastructures de la ville. Faites attention, vous ne pouvez pas tout emmurer, au risque de détruire votre immeuble si la poussée hydrostatique autour de ses fondations devait être trop importante. Voyez avec vos architectes pour ces questions-là. Le deuxième sujet, c'est la continuité d'activité. Et là, bien entendu, si on prend en compte un scénario d'envahissement des sous-sols parisiens, vous comprenez bien qu'il n'est pas question de faire du télétravail pendant 1 an et demi. Cela veut dire que la seule solution, c'est d'avoir une procédure, une préparation au départ de vos sites qui sont au bord de Seine, et l'éventuel retour sur ces sites, mais plusieurs trimestres plus tard.
Voilà ce que ça signifie. Ça veut dire qu'il faut trouver donc des sites d'accueil durables pour vos équipes, vos systèmes informatiques, vos systèmes de comptabilité, votre direction générale, et ainsi de suite. C'est un travail long, bien entendu, mais en même temps faisable, ça n'est pas insurmontable. Mais ce qui est très important, c'est de bien comprendre le scénario en amont, qui n'est pas un simple scénario d'infiltration dans les sous-sols. Le 1er décembre prochain, nous allons rentrer donc dans la zone dite sensible, qui couvre tout le mois de décembre, et la zone très sensible pour le risque d'inondation à Paris débutera, elle, début janvier. Cela veut dire que si nous sommes aujourd'hui début octobre, et que cette période un peu sensible démarre début décembre, nous avons donc 2 mois pour rafraîchir notre dossier inondation en région parisienne.